Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc, on va faire, allez, 4 petites minutes d'attente. Et puis, à 11h05, on démarrera avec la présentation de Thomas et moi-même. Eh bien, à tout de suite. Bon, du coup, on va démarrer. On va démarrer. Merci à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire qu'on organise. Du coup, moi, c'est Thomas Malvoisin. Je suis cofondateur et CEO du Bicap. Et donc, je suis avec Jean Mayer. Eh bien, bonjour à tous. Alors, moi, plus précisément, je m'occupe de notre parc client logiciel chez LexisNexis.
Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les registres dématérialisés et puis faire une brève aparté sur Poly au départ pour que tout le monde ait le même niveau, on va dire, à peu près de compétences sur Poly et qu'est-ce que c'est avant. Alors, on va commencer par une présentation de Poly, expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Lexis Poly, c'est un logiciel de gestion de cabinet, un logiciel de rédaction d'actes. L'idée, c'est un logiciel SaaS. Vous pouvez vous connecter de partout via directement un navigateur web. Vous avez un peu plus de 9000 modèles d'actes dedans. Et donc, en fait, en remplissant finalement des personnes et des dossiers clients, vous allez pouvoir générer directement des actes juridiques. Vous allez pouvoir aussi gérer, si vous le souhaitez, vos agendas. Vous allez pouvoir planifier vos rendez-vous dedans. Vous allez pouvoir intégrer vos données comptables qui vont se déverser dans les actes. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, vous allez aussi pouvoir gérer toute la partie assemblée générale et registre dématérialisé. Alors, il y a d'autres fonctionnalités aussi disponibles dans Poly où on aura l'occasion d'en reparler, où vous aurez l'occasion d'en reparler avec des commerciaux chez nous après cet événement. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire un focus sur la partie registre dématérialisé, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment c'est intégré directement à votre outil, euh, et puis faire un aparté aussi, notamment Thomas, sur la tenue des assemblées générales, très rapide, en expliquant ce que c'est et ce que ça permet de faire, qui est aussi intégré à Poly. Et vu qu'on arrive bientôt dans cette forte période, ben voilà, vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui. On répondra un peu tout du long aussi à vos questions. On essaiera d'y répondre pendant directement à l'écrit, pendant la démonstration, et puis on reviendra sur certaines questions à la fin, où on fera un peu de questions-réponses en expliquant les différents sujets. Merci Jean. Donc pour démarrer et présenter un petit peu Ubicap succinctement, et puis après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet sur vraiment les registres dématérialisés. Donc nous, Ubicap, on est une société qui a été créée en 2020, qui s'adresse vraiment aux professionnels du droit. Et l'objectif d'Ubicap, c'est vraiment de simplifier le travail au quotidien des juristes avec évidemment des solutions digitales qui soient conformes et surtout sécurisées. Donc ça va concerner plusieurs sujets, tout ce qui tourne autour du droit des sociétés. Et donc la solution Ubicap, donc comme Poly, c'est un logiciel SaaS accessible dans votre navigateur. Et on va avoir trois grandes fonctionnalités. Donc la première, et c'est celle dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est la tenue des registres légaux de manière dématérialisée. Donc ça, on va y revenir. On va voir un petit peu le cadre légal, quelles sont les obligations en fait qu'on doit respecter pour tenir ces registres de manière dématérialisée. Et après, Jean vous présentera comment ça se passe en pratique sur la solution avec l'intégration avec Poly. Il y a un deuxième sujet, comme on l'a évoqué aussi rapidement, qui concerne l'organisation et la tenue des assemblées générales. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur ce sujet. J'en dirai deux mots juste pour expliquer le principe de ces fonctionnalités-là sur les AG, mais ça fera l'objet aussi d'une autre présentation un petit peu plus tard dans l'année sur ce sujet. Et puis, il y a un troisième point qui, lui, est plus global et qui va concerner, en fait, un truc commun à tous les sujets en juridique, c'est la signature électronique. Donc, vous avez la possibilité de gérer vos documents et vos signatures électroniques dans Ubicap avec plusieurs outils de signature électronique qui sont intégrés pour laisser le choix, en fait, à quel outil vous souhaitez utiliser. Donc là, Jean le présentera aussi tout à l'heure, mais vous allez avoir le choix entre YouSign, DocuSign et Je Signe Expert pour les cabinets d'expertise comptable. Donc, pour rentrer de plus en plus dans le sujet et démarrer en fait du coup par l'intégration entre Poly et Ubicap. Donc concrètement, comme on l'a expliqué, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que Poly et Ubicap sont intégrés, sont des solutions intégrées. L'idée en fait, c'est vraiment d'apporter les fonctionnalités d'Ubicap, donc de registre et d'AG, qui sont complémentaires à Poly, d'une manière en fait la plus simple possible pour les utilisateurs. Donc en fait, il va y avoir trois sujets sur cette intégration entre les deux solutions. Le premier, qui est le plus important, c'est la synchronisation des données. Donc en fait, un certain nombre de données dont vous allez avoir besoin pour vos AG et pour vos registres sont des données qui sont déjà présentes dans Poly. Et donc l'objectif de cette intégration, c'est d'éviter au maximum la double saisie des données. Et donc on va synchroniser un certain nombre de données entre le dossier Poly et le dossier Ubicap pour éviter d'avoir à les ressaisir. Et évidemment éviter les erreurs.
Ensuite, il y a un gros enjeu aussi sur les documents, parce qu'il y a beaucoup de documents qui doivent être manipulés pour ces différents sujets des AG et des registres. Et donc, il y a un transfert de documents qui est facilité entre Poly et Ubicap. Voilà. Et ensuite, troisième sujet, c'est un portail de connexion unique. Donc, en gros, c'est de ne pas avoir à se soucier en fait de comment on va se connecter à la plateforme. Tout est centralisé sur le portail de connexion Poly, et comme ça, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc ça, on va le présenter après dans la démonstration. Et là, je vais simplement vous faire un petit récapitulatif et vous présenter le cadre légal de la dématérialisation des registres, en démarrant du coup par les registres de mouvement de titre et ensuite sur les registres des décisions et des assemblées générales. Donc sur la partie registre de mouvement de titre, donc je le redis rapidement, mais c'est un document du coup qui est obligatoire pour toutes les sociétés par action, dans lequel en fait on va retranscrire tous les changements en fait dans la propriété des actions, donc les cessions, les émissions de titres, les nantissements, etc. Et donc, c'est un registre historiquement qui est au format papier, hein, dans un grand livre noir. Et donc, depuis 2018, ça, c'est un registre qu'on peut dématérialiser et qui aura la même valeur légale que le registre papier. Donc, la première étape, c'était en 2017. Il y a eu une première ordonnance qui vient en fait expliquer que l'inscription des mouvements de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, donc l'acronyme DEEP, ça équivaut du coup à une inscription dans le registre papier. Et en 2018, le décret d'application de cette obligation, de cette ordonnance, pardon, qui vient en fait marquer en fait l'entrée en vigueur de ce sujet-là et de la possibilité de vraiment dématérialiser ces registres de mouvement de titres grâce à l'utilisation d'un DEEP. Alors l'avantage du registre dématérialisé, c'est déjà qu'il est beaucoup plus simple à mettre à jour, ils sont aussi beaucoup plus accessibles. À partir d'une connexion Internet, on y a accès. Et puis, via des solutions, on va pouvoir remplir automatiquement un certain nombre de choses, les comptes actionnaires, des ordres de mouvement, des CERFA, etc. Et tout ça, Jean va vous le présenter juste après de manière concrète, comment ça fonctionne. L'autre registre qui, lui, concerne beaucoup plus de sociétés, le registre des délibérations et des décisions. Donc, on parle du registre des AG, des registres des conseils d'administration, etc. C'est également un registre qui peut être dématérialisé. Cette fois-ci, c'est arrivé un petit peu plus tard. Le décret était de 2019, où là, en fait, on vient avoir une équivalence entre le registre papier coté et paraphé au greffe et le registre dématérialisé, à la condition que les procès-verbaux soient signés avec une signature électronique avancée. C'est pour ça qu'il y a aussi un sujet autour de la signature électronique. Et puis en 2021, il y a eu certains freins de nature fiscale qui ont été enlevés, notamment sur la signature des PV qui devaient encore être manuscrites jusqu'à 2021 pour l'envoyer aux impôts. Donc ça aussi, c'est des registres qui sont beaucoup plus simples à mettre à jour. Vous le verrez en quelques clics, on a nos PV dans le registre et les registres qui sont complètement à jour. Dernier point, et après je laisserai la main à Jean pour rentrer dans le détail sur le fonctionnement des registres. C'est sur le dernier sujet concernant Ubicap, ce module d'organisation des AG, où en fait on ne fait pas que des registres, on va aussi plus loin sur l'organisation des AG, où là vous allez avoir tout un process qui peut se dématérialiser, se simplifier, avec l'envoi des convocations qui peut se faire très rapidement en quelques clics, la tenue des AG, donc en visio ou en présentiel avec du vote, une feuille de présence, la signature, etc. Et puis à la fin, un autre procès verbal qui est signé et certains documents qui peuvent se générer également pour se préparer aux formalités. Donc ça, ce sont vraiment des fonctionnalités qui sont complémentaires à Poly, puisque Ubicap ne va pas faire de la rédaction d'actes. Et en fait, vous allez pouvoir rédiger vos actes sur Poly et transférer ensuite tous vos données et vos documents dans Ubicap pour gérer vraiment le process de l'Assemblée générale, avec un accès pour l'actionnaire pour pouvoir signer ses documents, participer à l'AG, voter, etc. assez facilement. Voilà sur la petite partie théorique et maintenant je laisse la main à Jean qui va partager son écran pour vous présenter concrètement comment ça fonctionne sur la solution. Alors, on va aller directement, on va partir de Poly. Alors, je vais vous partager mon écran et j'espère que tout le monde va le voir. Si jamais vous ne voyez pas mon écran, je vous laisse revenir vers les questions et puis on m'en fera part. Pour l'instant, nous voilà sur PolyAct. Alors, on parlait de Lexis Poly avant, il y a PolyAct sur la partie expert comptable, PolyOffice sur la partie avocat, PolyEntreprise pour les entreprises. La base est la même et le fonctionnement sur la partie Ubicap sera la même. Donc, quand je suis sur ma page d'accueil, mettons que je veux aller dans un dossier. Donc, on va prendre le cas d'une société ici appelée l'Avalanche. Et donc, je vais voir ici que j'ai un bouton partager qui s'appelle partager dans Ubicap.
Alors, la toute première fois, ça va être à vous de décider quelle société vous allez vouloir gérer de manière dématérialisée ou non, et vous allez pouvoir aller dans Ubicap et cliquer sur Partager la société. Quel cas, du coup, on va reprendre toutes les informations que vous avez. À ce moment-là, vous allez pouvoir, du coup, cliquer sur Accéder à Ubicap. Alors, si je clique sur Accéder à Ubicap, là, on m'ouvre directement du coup une page Ubicap. Donc comme on le voit, sans login, sans mot de passe, on est sur une connexion en SSO. Quand j'arrive ici, je vais retrouver différentes informations, donc les informations générales de ma société, une table de capitalisation qui va apparaître ici. Toutes ces informations-là, vous n'aurez jamais à les saisir, les ressaisir. En fait, tout vient de Poly. D'ailleurs, si vous voulez éditer les informations, on vous prévient que l'interconnexion qu'il va y avoir depuis Poly fait que toutes les données sont reprises. Donc si vous voulez les mettre à jour, il faut d'abord les mettre à jour dans Poly. Si vous cliquez sur éditer la société, vous vous retrouverez d'ailleurs directement sur la bonne page dans Poly. Vous allez avoir différents onglets. Alors, on a vu la structure avec différents éléments. On va ensuite avoir la partie membres, on va retrouver les associés, les membres d'organes de gouvernance et ainsi de suite. De même, pour ajouter un nouveau membre dedans, tout va passer directement par Poly. Or, pour un conseil ou un membre externe à l'actionnariat que vous pourriez créer directement ici. Si c'est des associés, d'abord, il va falloir les créer dans Poly. Alors, pour ce qui est de l'onglet Séances et documents, on y reviendra, comme disait Thomas ultérieurement, ça va être pour la partie qui va concerner donc la tenue des assemblées générales majoritairement. On va aller s'intéresser du coup au registre. Alors, moi ici je vais avoir deux registres ouverts, on pourrait en ouvrir d'autres. On va commencer par le registre des assemblées générales. Alors, on va aller dessus et puis on va essayer de comprendre. Alors, on arrive bientôt dans une période chargée. Là, on va partir du principe que bien évidemment, toutes vos AG ont été tenues, que tout est prêt, tous les documents sont prêts, et on va regarder comment on va apposer ça dans le registre. Donc, comme disait Thomas tout à l'heure, auparavant, un gros livre noir qui prend de la place, et aujourd'hui, comment on fonctionne sur cette partie dématérialisée. On va voir différents cas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va pouvoir répondre à un peu près toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer, dont vous nous ferez sûrement part à des moments, et on reviendra dessus pour du cas par cas plus précisément, mais on va essayer de voir les grandes familles. Donc ici, mon AG s'est tenu, donc je vais pouvoir ajouter une séance. Donc on va l'appeler AGOA webinar. La date de la séance, on va faire simple aujourd'hui, on va partir du principe qu'elle était aujourd'hui, pour commencer. Donc on vous fait un petit rappel de la loi, Thomas parlait tout à l'heure du décret, si vous cliquez ici, vous pourrez du coup vous amuser à lire le décret de 2019 en entier. Pour ce qui est du procès verbal, pour sélectionner le document, vous pouvez aller le chercher, ajouter le document, soit dans vos fichiers, soit directement depuis Poly. Si vous cliquez depuis Poly, on va vous ouvrir le parapheur de votre société. S'il est bien rangé avec des sous-parapheurs, vous pouvez cliquer sur les sous-parapheurs pour aller chercher le document, sinon le récupérer directement d'ici, dans chez moi les noms classés. À ce moment-là, on vous demande si le fichier a été signé en signature électronique. Alors, à l'instant T, on va partir du principe que non, et on va regarder ce qui se passe. Donc, pour rappel, un petit peu sur ce que dit la loi concernant la signature électronique, certaines personnes vous diront que vous pouvez apposer n'importe quel de PV signé de n'importe quelle manière dans votre registre. Le décret dit que tous les PV intégrés doivent être signés en signature électronique avancée. On reviendra dessus, mais comme ça, on a déjà ce que dit la loi. En annexe, ici, on va aller pareil chercher des documents. Donc on va pareil les importer de Poly. Je vais prendre par exemple rapport d'organe de dirigeant, déclaration de confidentialité, rapport de gestion, rapport spécial du président, etc. Et on va venir les ajouter. Je pourrais les ajouter aussi au format Word dedans, aucun problème. Donc j'ai la liste de tout ce que j'ai voulu faire, je vais cliquer sur ajouter, sur valider. À ce moment-là, va apparaître dans mon registre des assemblées générales ici, à la date d'aujourd'hui, avec le nom AGOA Webinar, notre procès verbal, avec du coup notre PV et les annexes de séance. Donc, pour l'instant, on apparaît en rouge puisque le PV, comme on le disait, n'est pas signé. Donc là, je vais avoir plusieurs possibilités. La première, directement ici, de ne faire signer uniquement le procès verbal. Mais je vais aussi avoir la possibilité de sélectionner tous mes documents et à ce moment-là, de faire une campagne de signature sur tous les documents. Donc, si je clique sur faire signer, on parlait avant des différentes possibilités. Vous allez avoir YouSign, DocuSign et Je signe expert sur la partie expert comptable.
L'idée pour DocuSign et Je signe expert, vous êtes client d'une solution ou de l'autre, et on va être en capacité de connecter votre abonnement dedans, et donc à ce moment-là, nous on ne vous facturera pas de signature, ce sera facturé directement par votre prestataire à l'utilisation. YouSign, si vous avez la version YouSign API, on est aussi en capacité de connecter votre compte, mais au-delà de ça, on vous laisse la possibilité de toujours utiliser YouSign, même si vous êtes client chez Je signe expert ou DocuSign. Et à ce moment-là, on vous refacturera, nous, les signatures en direct. L'idée, c'est aussi que si vous êtes par exemple client chez Je signe expert ou DocuSign et qu'à un moment il y avait un problème, que vous ne pourriez plus envoyer de signature via Je signe expert ou DocuSign parce que Je signe expert ou DocuSign a décidé d'un problème technique, par exemple, vous avez toujours une solution de backup qui sera utilisée par YouSign. En cliquant sur Suivant, on va me proposer la liste des associés. Donc je vais pouvoir choisir qui c'est qui va signer les différents documents. Donc là, on va en mettre plusieurs et on va cliquer sur Suivant. À ce moment-là, va apparaître les différents documents qu'on avait et à ce moment-là, on va entamer une campagne de signature. Donc sur ce document, ça doit être, on va dire que c'est Françoise qui va le signer. Sur mon rapport de gestion, ce sera Françoise et moi-même. On va avoir sur ce rapport-là, ce ne sera que moi-même. Le rapport spécial du président sera signé par moi-même. Et pour le procès verbal, eh ben cette fois, on va demander à M. Malvoisin de le signer. Ça, il pourra nous le faire en direct. On va cliquer sur Suivant. Et donc, on va avoir un récapitulatif. Ici, on a signature des documents qui apparaît. On pourrait très bien compléter en appelant signature de document de la GOA. Un titre court, responsable de l'opération. Alors ici, vous allez voir finalement les utilisateurs de Polyact qui vous permettront de suivre un autre utilisateur de Polyact pour suivre la campagne de signature. Une référence à l'opération et le type de signature. À partir du moment où un procès verbal est intégré, l'outil vous suggère automatiquement de la signature avancée. La durée de la campagne, donc vous pouvez choisir de la limiter dans le temps ou pas. De même sur DocuSign, et pour ce qui est de Je signe expert, la limite dans le temps est fixée par Je signe expert. Vous pouvez programmer des relances automatiques, soit tous les jours, tous les 3 jours, toutes les semaines. On pourrait dire tous les jours pendant 33 jours. Alors je ne vais pas le faire parce que c'est mon adresse email et celle de Thomas qui est dedans. Donc on ne va pas faire de relance. Et on va choisir quand est-ce qu'on démarre la campagne. Donc on va avoir démarrer immédiatement, ultérieurement ou à une date précise. Alors à une date précise, je pourrais très bien décider par exemple le 30 juin 2025 à 10h00 et de programmer tout ça. Donc ce qui veut dire que le 30 juin, tous mes documents vont partir directement en signature électronique aux personnes qu'on a désignées tout à l'heure. On va pouvoir ici utiliser démarrer ultérieurement. Démarrer ultérieurement va me permettre en fait de programmer ma séance de signature. Donc ça c'est disponible sur toutes les typologies de signature. De programmer toute ma séance comme on l'a fait, d'indiquer nos balises, de tout programmer. Je vais d'ailleurs le faire pour vous montrer. Et vous avez un récap qui se fait. Donc on vous rappelle avec qui vous signez, avec le logo ici. Et un récap d'abord par document, avec le nombre de signataires. Et en faisant afficher plus, vous savez qui va signer quel document. Mais vous avez l'inverse, un récap par signataire. On voit qui va signer quel document avec le petit plus. Donc là, je programme sur ultérieurement et je clique sur valider. On me prévient que les signataires ont accès à tous les documents, même ceux qu'ils ne signent pas. J'en dis c'est devenu une obligation légale sur la signature électronique, donc c'est affiché. On clique sur valider. Là, les signatures sont à lancer parce que j'ai dit ultérieurement, on a préparé notre campagne. Et donc, le moment où je veux la faire signer, je peux venir sur plus d'infos, soit l'envoyer directement en signature, mais je peux aussi éditer ma campagne. Éditer ma campagne me permet de repartir de zéro, en ajoutant par exemple Fabien, en cliquant sur suivant et en ayant déjà mes balises positionnées. Et je peux, si je le souhaite, ajouter du coup une balise à un endroit, mais sur tous les autres documents, comme on va le constater par exemple sur le procès verbal tout en bas, ma signature est déjà posée. En cliquant sur suivant, toutes les modifications qu'on a faites apparaissent déjà. Et je peux décider de la démarrer par exemple immédiatement et du coup l'envoyer en signature. Et donc à ce moment-là, tous mes documents ont été sont en train d'être envoyés en signature et vont donc être reçus par les différents signataires qui vont pouvoir les signer. Vous allez pouvoir suivre l'évolution de tout ce qui se passe directement dans l'outil. Alors, ici on a basculé en orange puisque le procès verbal est en cours de signature et on voit ma campagne de signature qui est là et avec plus d'infos, je sais qui sont les signataires
Et donc, si jamais il venait à signer un document, j'aurai l'information. Donc, on verra ça un tout petit peu après, puisque du coup, de son côté, Thomas va aller nous signer notre procès verbal. On va avancer un petit peu en attendant. Donc, une fois que le PV sera signé, vous verrez du coup ici, on va basculer en vert, comme je l'ai ici, puisque mon procès verbal a été signé en signature électronique avancée. Donc derrière, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer ce qu'on appelle des exports du registre. Alors qu'est-ce qu'un export du registre? Un export du registre, vous avez ici action exporter ou télécharger. Alors l'export, en fait, c'est le document que vous allez fournir si jamais vous avez en cas de contrôle ou pour faire un résumé de tout, qui va nous créer du coup là très rapidement un export avec toutes les assemblées qu'on a eues par le passé. Donc vous pouvez conserver celles à des dates antérieures ou les supprimer en faisant un peu de ménage de temps en temps. Si on part du coup aujourd'hui, on est le 23 janvier, je l'ai ici, du coup, mon export à la date du 23 janvier. Je peux le visualiser directement dans l'outil, je ne suis pas obligé de le télécharger pour ressortir. Et donc, je vais voir apparaître mes labels de séance, à quelle date ils ont eu lieu et en quelle page je vais pouvoir retrouver les documents. Donc ici, je vois mes PV apparaître avec la petite paraphe du BICAP. Et quand les documents sont signés, ce qu'on verra tout à l'heure avec Thomas, la signature va apparaître ici. Donc ça, c'est un moyen de visualiser où vous avez du coup votre export du registre. J'ai ajouté tout à l'heure des annexes à la séance, et comme on le voit sur notre export du registre, on n'a pas d'annexe. Alors pourquoi avoir fait cette manipulation d'ajouter tout ça? Parce que j'ai aussi deux autres possibilités. Celle de télécharger le registre, et donc là, très rapidement, en fait, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un téléchargement pour télécharger un fichier zip qui va comprendre absolument tout ce qu'on a renseigné dans l'outil. Donc, je vais attendre qu'il se télécharge en parallèle et je vais vous le montrer. Donc si vous le voyez toujours, vu qu'on est sur un onglet, je ne sais pas, mais vous avez du coup au-dessus, je vais attendre qu'il se finisse de se télécharger, le registre des assemblées à la date du. Donc là, actuellement, chez moi, il fait 28,8 mégaoctets. Alors pourquoi je vous donne cette information? Parce que du coup, si vous voulez le transférer à quelqu'un, si vous devez envoyer un fichier par mail de 30 MO, ça fait un petit peu beaucoup. Donc on verra à quoi il ressemble tout à l'heure, mais je vais vous montrer une autre manière de pouvoir le partager, donc que ce soit avec les associés ou lors d'un contrôle. Vous avez ici les partages des registres. Donc là, on verra tout à l'heure, on va le voir tout de suite d'ailleurs, créer un partage. Donc je peux créer un partage, on va prendre cette fois que mon registre des assemblées générales, cliquer sur suivant, et là on vous demande si on doit inclure l'année en cours, les 3 dernières années, les 5 dernières années, ou alors une période personnalisée si on voudrait mettre plus. On va rester sur les 3 dernières années. Je suis notifié d'ailleurs ici, vous voyez que le document de la GEOA a été signé par monsieur Malvoisin, donc on verra tout à l'heure. Et est-ce que je décide de partager lors de cet export, donc toutes mes annexes, et un export à jour. Donc là, on va tout partager. Je clique sur suivant. La durée du téléchargement. Est-ce que je souhaite vérifier le partage avant l'envoi? On va dire que oui. Et je peux du coup directement sélectionner dans mes associés, quelqu'un, ou alors ajouter un membre extérieur. Je vérifie l'adresse mail et je peux cliquer sur valider. Et là, il va me générer le registre. Donc on va regarder à quoi ressemble ce registre téléchargé. Je vais vous partager mon écran. Alors, hop, je vais juste revenir et vous partager la totalité. Tout l'écran. Voilà. Donc du coup, le registre des assemblées générales qui est téléchargé de cette manière-là et qui nous permet de voir toutes les AG qui ont été faites dedans et donc dedans de retrouver à la fois mon procès verbal signé et mes annexes de séance qu'on a renseignées dedans, comme je disais, en Word ou en PDF. Donc on va retourner directement dans notre solution EBICAP, on va retourner dans notre registre des assemblées générales. Notre PV entre-temps est passé en vert. Avec plus d'infos, je vois que Thomas Malvoisin a signé le document. Le PV est signé. Les autres documents sont toujours en signature en cours. Pourquoi on est basculé en vert? Puisque l'importance pour notre registre dématérialisé, c'est la signature du PV. Donc on attend la signature sur les autres documents, mais le procès verbal est déjà signé. Donc, on va passer sur le registre des mouvements de titres. Registre des mouvements de titres, quand j'arrive dessus, on va voir la liste des mouvements qui ont été faits. Je vais pouvoir retrouver une partie avec les fiches actionnaires et une partie avec la gestion des titres. On fait quelque chose de très simple ici, avec des actions nominatives ordinaires. Alors, comment on réalise finalement un mouvement dedans? Vous avez action
ajouter un mouvement. Et pour ça, on va vous demander de choisir le type de mouvement. On va dire par exemple une session de titre. On va choisir par exemple Monsieur Malvoisin qui va me céder des titres à moi. Le type de titre des actions en pleine propriété, donc on a le nombre qui reste. On va partir sur 7 avec un prix de vente par 1, une date d'enregistrement, on va admettre aujourd'hui, et référence de l'opération, vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Et dans les observations, c'est pareil, vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Bien évidemment, n'écrivez pas merci avec un smiley. Du coup, vous pouvez valider, et à ce moment-là, l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous générer plusieurs choses. Déjà, il va vous générer un ordre de mouvement. L'ordre de mouvement numéro 8 qu'on peut visualiser, où il a récupéré les informations, et ces informations proviennent pareil de Poly. Donc tous les éléments que vous avez dedans, si les informations sont à jour et renseignées dans Poly, dans la reprise des utilisateurs, on les a, et donc vous les voyez apparaître. Les signatures qui sont là, vous avez la possibilité aussi de faire signer cet ordre de mouvement, donc de la même manière que tout à l'heure, par faire signer, mettons, you sign. Là, on voit que les associés sont déjà sélectionnés, pour la bonne raison que ça a été fait directement par l'outil, donc il sait où se basent les signatures. Donc on voit que les signatures ont déjà été placées, ce qui évitera que M. Malvoisin me demande s'il est titulaire ou bénéficiaire. On clique sur suivant, type de signature simple pour cet ordre de mouvement, et on clique sur valider. Et à ce moment-là, mon ordre de mouvement est parti en signature. Il va aussi vous générer le CERFA 2759. Donc pareil, en récupérant les informations qu'il possède déjà, avec les différents éléments. On va retrouver ici le nom de ma société, le sirène qui est renseigné, etc. Je peux aussi décider de faire signer si je le souhaite. Derrière, un petit récap. Et quand je reviens en arrière, je vois que mon mouvement a été ajouté ici. Alors ici, pour l'instant, on voit que j'ai du rouge, puisqu'on parlait de blockchain tout à l'heure. Alors pour expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne, l'idée c'est que les mouvements de titres doivent être encodés dans ce qu'on appelle une blockchain. Alors, l'idée de la blockchain, pour faire simple, c'est que quand vous allez encoder un mouvement, vous n'allez plus pouvoir le modifier. Il faudra, c'est d'ailleurs si vous avez fait une erreur, faire le mouvement inverse ou le mouvement d'annulation. Je donne l'exemple. Ici, le mouvement que j'ai fait, je peux décider de le modifier ou de le supprimer. Je peux aussi l'encoder. Si je venais à encoder un mouvement, on va prendre l'exemple de cette session, la numéro 6. Si je décide d'encoder ce mouvement, on me prévient que les mouvements antérieurs seront encodés, donc tout ce qu'il y a avant, et que je ne pourrai plus les modifier. Donc admettons que je clique sur valider, et là on voit du coup la liste de mes mouvements qui est en cours d'encodage. D'ici quelques minutes, tout sera encodé, et à ce moment-là, tout basculera en vert. Donc je vais pouvoir retrouver sur ma fiche actionnaire différents éléments avec les différentes personnes, où je peux du coup générer une fiche actionnaire, générer une attestation d'appartenance au compte, d'ailleurs éditer la nomenclature du compte, et ainsi de suite. Je vais pouvoir aussi ici exporter le registre. Donc on va revenir sur ma page d'accueil. Si je génère ici un export du registre, j'ai le registre des mouvements qui vient de se mettre à la date d'aujourd'hui qui se crée. Et en l'ouvrant, je vois ici donc les souscriptions à la Constitution, les sessions de titres qu'on vient de réaliser, et tout qui apparaît ici directement. Voilà pour le registre des mouvements de titres. On va revenir en arrière. Maintenant, si je veux partager ça avec mes associés, donc je vais créer un nouveau partage cette fois, mais où on va parler de registre des assemblées générales et de registre des mouvements de titres. Et là-dedans, on va inclure pareil les 3 dernières années pour notre registre des assemblées générales comme tout à l'heure. Et pour notre registre des mouvements de titres, on nous pose différentes questions. Est-ce qu'on inclut un export à jour? Est-ce qu'on inclut les certificats d'enregistrement DEP? Alors qu'est-ce que c'est que ça? En gros, pour faire simple, quand vous encodez un mouvement, on génère un certificat avec les liens de transaction, etc., que vous puissiez avoir la certitude, la conformité finalement, un document légal qui va dire que le mouvement de titre a bien été encodé dans la blockchain. Les fiches actionnaires, les CERFA, les ordres de mouvement, on va tout mettre dedans, les annexes de chaque mouvement et les tables de capitalisation au format PDF. On clique sur suivant, pareil, durée du téléchargement et à qui on va le partager. On va cliquer sur enregistrer et on va valider. Ici, on voit que tout est prêt. Je peux confirmer le partage puisqu'avant, j'avais demandé que tout soit vérifié en amont, que je puisse voir ce qui avait été partagé. Je peux donc voir les documents qui ont été partagés, donc mon registre des assemblées générales avec mes différentes AG et dedans, dans mes AG, mes procès-verbaux et toutes les informations pour certaines avec notamment où je vais retrouver les annexes pour certains.
J'en ai pas beaucoup ici, mais voilà. Et je peux donc confirmer le partage qui va donner du coup accès à Monsieur Malvoisin à son partage des registres. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez aussi, d'ouvrir d'autres typologies de registres. Par exemple, des décisions de conseil de surveillance ou même un registre libre où vous pourriez lui donner le nom que vous souhaitez pour dématérialiser d'autres typologies de registres. Je vais revenir vers vous. Et on va arrêter le partage. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Thomas, ou est-ce que tu voudrais qu'on monte quelque chose en plus, peut-être? Alors, je ne t'entends pas. Oui, oui, c'est tout bon. Non, écoute, c'était très clair. Tu as fait un bon tour. Alors, je répondais aux questions en parallèle, donc j'étais surtout concentré sur les questions. Est-ce que tu as montré du coup les fiches actionnaires dans le registre de mouvement de titre? J'imagine que oui. J'ai pas entendu ce que tu disais, excuse-moi, Thomas. Est-ce que tu as montré les fiches actionnaires dans le registre de titre? Alors, on peut faire un petit tour pour voir à quoi ressemblent Ah, les il y fiches avait une actionnaires. question effectivement sur les comptes d'actionnaires qui se mettent à jour, etc. Euh, donc, Donc, euh, on va prendre toi-même, vu que tu viens de me céder des titres. J'aurais dû choisir Ubicap comme société et non l'Avalanche. Alors, on va générer la fiche actionnaire, du coup, qui se génère ici à date du jour. Et donc, on va voir la fiche actionnaire qui apparaît ici. Exactement, merci. Et du coup, la question c'était est-ce que la fiche actionnaire se met à jour quand on saisit des mouvements ou quand on encode les mouvements, est-ce qu'elle se met à jour quand même? Alors, elle se met à jour quand on saisit les mouvements. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Vous pouvez laisser les mouvements à l'état de brouillon et la fiche actionnaire sera malgré tout à jour, la table de capitalisation aussi. Donc voilà. Exactement. Euh, voilà. Alors, il y avait une question du coup sur l'ordre des AG dans le registre des assemblées générales. On m'a demandé si c'était lié. Alors, j'ai répondu, mais je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de monde. Si l'ordre des séances était lié à la date d'ajout du PV dans la solution ou lié à la date de la séance. Alors, eh ben, il n'y a rien de mieux qu'un exemple pour illustrer tout ça. Admettons que je doive ajouter une AGO, allez, on va dire AGOA test, et que celle-ci n'avait pas lieu en 2025, mais en 2024, et on va dire que c'était le 23 décembre. Alors je remonte pas trop loin pour la retrouver très rapidement, mais que je rentre 2024, 2021 ou quoi que ce soit, ça me reviendra au même. Donc ici, on va voir un petit message qui va apparaître qui me dit que la date que je viens de saisir est antérieure à la date de la dernière séance de ce registre, qui était du 23 janvier, vu qu'on vient d'en renseigner une. Si jamais j'ai fait un export de ce registre, il se peut que certaines concaténations soient incohérentes. Alors c'est tout à fait logique, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en gros, si vous avez imprimé le livre, si vous mettez une page au milieu, ça se voit. Jusque-là, c'est logique, mais vous n'imprimez pas forcément le livre tout le temps. Donc, on va ajouter ici un procès verbal. Je vais le reprendre depuis Poli. Je ne vais pas mettre d'annexe cette fois-ci. Et on va partir du principe, on va avoir deux cas. Le premier où le PV avait été signé en signature électronique à la date de l'Assemblée générale. Et à ce moment-là, on l'ajoute en répondant oui. Oui. Et je clique sur valider. Et donc à ce moment-là, va venir s'ajouter, vous voyez, le 23 décembre, donc se greffer au milieu, à la date que j'ai choisie, mon PV qui apparaît en vert puisque mon procès verbal a été signé. Maintenant, des fois, vous avez des PV qui ont été signés, parce que je sais que bien évidemment, rien n'est jamais antidaté, je l'espère, et donc du coup, un PV qui aurait été signé manuscritement à une date antérieure. Donc à ce moment-là, on va venir ajouter notre procès verbal. Cette fois, on va sûrement pas le chercher dans Poly du coup, mais souvent dans vos fichiers. Donc vous pouvez télécharger depuis vos fichiers un procès verbal. Voilà. Et là, cette fois, il n'est pas signé. Donc on va l'ajouter non signé. Annexe, s'il y a, vous pouvez les ajouter et vous cliquez sur valider. À ce moment-là, vous voyez, je l'ai rentré au 23. Donc je vais modifier tout ça. Je peux modifier la date. Cette fois, on va repartir, donc comme je disais, en décembre
2024. On me remet mon petit message test et je clique sur valider. Donc là, je l'ai déplacé de ici à là. Donc il va se greffer au milieu. Si jamais je fais un export, il sera incorporé au bon endroit sur la page. On va le regarder. Mais pour l'instant, il est en rouge, puisqu'il est signé de manière manuscrite, mais il n'a pas signé électroniquement. Et bien à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va certifier conforme à l'original par le dirigeant, uniquement le dirigeant, vous n'êtes pas obligé de faire re-signer tout le monde, et uniquement le PV. Donc on peut cliquer sur faire signer le PV, on prend notre prestataire de signature, Monsieur Malvoisin, suivant, et en fait, ici, vous voyez, il y avait la signature manuscrite, on va imaginer qu'elle était manuscrite, on va mettre Monsieur Malvoisin, et on va dire que c'est certifié conforme à l'original. Suivant, signature avancée, signature du procès verbal, démarrer immédiatement, et je clique sur valider. À ce moment-là, notre PV va basculer en orange, et dès que Monsieur Malvoisin l'aura signé, il rebasculera en vert. Donc vous pouvez effectivement incorporer des procès-verbaux sur des dates antérieures, et la date qui va faire foi, mais une fois de plus, c'est la date que vous allez renseigner ici, et c'est qui va ressortir dans votre registre. Merci Jean. Est-ce que j'ai été Pour moi, oui, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il y a pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on fait de l'historique, avec deux questions là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait de l'historique papier, que ce soit registre d'AG ou registre de titre? Est-ce qu'on doit tout reprendre? Est-ce que on n'a pas besoin de tout reprendre et comment on fonctionne? Et il y a aussi une autre question avec ça, c'est si on récupère le registre d'un confrère, par exemple, qui était sur une autre solution, en registre dématérialisé, comment aussi on bascule du coup dans Ubicap? Alors, vous avez la possibilité, par exemple, admettons que vous étiez sur du papier auparavant, vous pourriez tout simplement décider qu'à telle date, alors on va prendre des chiffres simples, on va dire du 1er janvier, au 1er janvier 2025, vous décidez de basculer en registre dématérialisé. Tout ce qu'il y avait avant, on conserve le papier et on démarre avec un registre vierge. Donc on conserve le papier d'un côté et on démarre vierge. Donc dans ces cas-là, vous pouvez décider de remettre le registre papier à vos clients, par exemple, pour désencombrer les bureaux. Faites-leur bien signer un papier comme quoi vous leur avez remis et qu'il faut qu'ils le gardent quand même pendant quelques années. Ou vous avez la possibilité de tout remettre dedans. Mais ce qui va prendre du temps, et en plus de ça, sur un registre par exemple des assemblées générales, les PV que vous allez mettre, il va falloir du coup les authentifier, les refaire signer, puisque vous allez les incorporer dedans et donc on fera une signature globale. Mais le mieux est de repartir de zéro sur un registre des assemblées générales. Pour la partie des mouvements de titre, vous avez aussi la possibilité de conserver le papier, de démarrer un instant T, mais vous pourriez remettre tous les anciens mouvements. Ce n'est pas un problème. Sur des registres qui viendraient d'un confrère, ben, on serait en capacité, bien évidemment, de reprendre ce que vous avez fait et de l'incorporer dedans. Alors à ce moment-là, il y aurait une reprise de données à étudier et à faire, selon le confrère, la typologie de document qu'on vous remet, dans quel état on vous le remet, mais on serait en capacité d'intégrer tout ça en faisant une petite étude de faisabilité en amont, bien évidemment. Merci. Il y a aussi une question, et je pense qu'elle est importante, sur la différence entre la signature avancée et la signature simple en signature électronique. Parce qu'on a compris que voilà, pour tenir le registre des AG, il faut une signature avancée, qui est le niveau Bien sûr. 2 du règlement EIDAS. Et donc, quelle est la différence entre signature simple et signature avancée? Alors, une signature simple, on en fait de plus en plus. C'est un envoi de mail, vous avez la notification par mail, un SMS de confirmation, et voilà. La signature avancée, c'est ce qui va remplacer, du coup, vous n'aurez plus ce besoin de faire coter paraphé par le greffe, vos registres, mais uniquement cette signature avancée. Donc, la contrainte de la signature avancée, entre guillemets, qui n'en est pas une, c'est que vous allez recevoir un mail, le SMS qui fait foi avec le code, et il va falloir rentrer votre pièce d'identité ou en l'occurrence la pièce d'identité de vos clients qui vont rentrer. Alors, des fois, si vous n'utilisez pas aujourd'hui la signature électronique, vous vous dites c'est un peu effrayant de devoir rentrer la pièce d'identité, ça devient complexe pour nos clients. Euh, Aujourd'hui, même dans les process, on va dire à titre personnel qu'on va travailler, on nous demande de plus en plus de typologie de signature, que ce soit pour modifier un billet d'avion aujourd'hui, où on a des signatures qui sont encore un niveau au-dessus que juste la pièce d'identité, ou même avec votre banque, où au quotidien aujourd'hui on va démarrer des signatures électroniques. Donc pour ceux qui ne sont pas encore passés à la signature électronique, en pensant que les clients des fois n'y arrivent pas, il y a quand même un côté pratique. Alors il y a un côté coût aussi, hein, si aujourd'hui vous imprimez, envoyez par la poste, par courrier les documents pour que vos clients les signent et vous les renvoient, bien évidemment, la signature électronique va être un gain et de temps et d'argent.
D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi, là, pendant le webinaire, moi, j'ai signé le document que tu m'as envoyé à signer. C'était une Mhm. signature électronique avancée et ça m'a pris 1 minute 30. Alors, ok, moi, j'ai l'habitude, mais ça m'a pris 1 minute 30 maximum pour signer en signature électronique avancée. Donc, c'est quelque chose, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place, une signature avancée. Ouais. Et si vous avez un doute, de toute manière, les commerciaux qui vous feront rendez-vous pourront même vous faire signer vous-même si vous voulez pour voir à quel point c'est facile. Euh, ok, il y a aussi eu pas mal de questions sur les tarifs, Oui. Alors, donc des gens qui demandent combien ça coûte, les registres, donc voilà. bah, pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, on va vous mettre un petit sondage dans le chat auquel vous allez pouvoir répondre. Avant, je voudrais vous préciser un point, parce que la campagne des AG va arriver bientôt d'ailleurs. Donc, sachez qu'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir installer la solution dans votre outil si vous êtes déjà client Poly euh, très rapidement et donc avant toute la période qui va arriver. Vous pouvez donc décider d'être contacté tout de suite pour qu'on regarde ça et pouvoir mettre ça en place rapidement. Vous allez avoir la possibilité aussi de répondre que vous voulez voir ça ultérieurement, ou quelqu'un regardera ça après la période fiscale par exemple, ou que vous ne voulez pas être contacté puisqu'on n'a pas été assez convaincant et avec Thomas en vous présentant l'outil. Mais ça, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de ne pas être contacté. Pour ce qui est des tarifs, les équipes commerciales, une fois la réponse que vous avez mise, auront vos coordonnées. Des commerciaux vont vous contacter pour prendre rendez-vous avec vous, vous expliquer et vous donner les tarifs. Pour une explication globale rapide, la tarification se fait par société. Donc en fait, tout dépendra du volume de société que vous voulez basculer en dématérialisé. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Thomas? Non, Une autre non, non, question, non, il d'autres y a éléments? pas forcément beaucoup d'autres questions, donc non, non, on a fait un joli tour. Je sais pas toi s'il y a des points que tu voulais évoquer qu'on n'a pas pu évoquer, mais il n'y a pas Je forcément. vois, je vois passer certaines petites questions pour y répondre rapidement. À poser deux signatures sur le même document, aucun problème, même plus que deux si vous le souhaitez. Membre du label copilote, comme je disais, les commerciaux vous recontacteront. Donc on a des commerciaux qui sont spécialisés dans les réseaux. Si le label copilote a une négociation tarifaire avec nous, vous le serez, vous aurez les informations. Pour les engagements de conservation, alors j'essaie de lire, il y a beaucoup de questions, mais de toute façon, on vous enverra derrière une FAQ avec toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. Vous pouvez suivre, il y a un élément que je voudrais rajouter, notamment dans l'utilisation des signatures et des choses comme ça. Dans l'outil, vous avez la possibilité de suivre les consommations directement de ce que vous faites, c'est-à-dire de voir le nombre de signatures que vous avez envoyées sur X période pour telle société, et donc d'avoir toutes ces informations. Pour certains d'entre vous, par exemple, pour les refacturer aux clients, ou juste pour avoir l'information et la data. Je vais vous parler d'évolution un peu aussi dedans. C'est un partenariat qui avance avec des évolutions à venir, des choses qui vont encore changer. Aujourd'hui, les documents signés sont dans Ubicap. D'ici demain, vous allez pouvoir les réapatrier directement, par exemple, dans Poly, si vous stockez tous les documents dans Poly. Donc un aller-retour dans les deux sens. Voilà. Il y a d'autres évolutions qui vont être apportées, ou on vous le dira bientôt, vous le verrez en rendez-vous. Voilà. Plein de choses de synchronisation supplémentaire entre les deux outils, puisque c'est un partenariat qui fonctionne bien, où on est très content et les clients qui l'utilisent en le sont aussi. Merci Jean. Je vois qu'il y a encore des petites questions. Et comment transmettre les éléments en cas de départ du client? Donc ça, tu l'as évoqué tout à l'heure avec la fonctionnalité de partage, mais ça peut être bien de refaire un petit point là-dessus. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, si vous avez un client qui décide de partir du cabinet, l'avantage c'est que pour lui confier toutes ces informations, vous aurez 3 clics à faire. Vous allez en gros sélectionner, alors le plus simple c'est ce que je disais, c'est le partage qui permettra du coup de sélectionner quel registre vous voulez partager avec lui, est-ce qu'on met les annexes, si vous avez renseigné toutes vos annexes, vous pourrez lui transmettre tous les documents juridiques que vous avez établis avec lui sur cette période-là en un seul clic. Parce qu'une fois de plus, le téléchargement et l'envoi par mail peut être très lourd. Donc, un clic, un partage, vous mettez son nom, il récupère tous les documents, il télécharge lui-même chez lui, et voilà.
Alors, autre information aussi, si vous avez des clients qui ont plusieurs structures, plusieurs entreprises et choses comme ça, quand vous créez des partages, ils pourront avoir la visibilité de leurs différentes sociétés dans les partages. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant quand on a différentes filiales et différentes choses comme ça. Et je vois une question, est-ce que pour la signature des assemblées générales, vous pouvez signer depuis Poly? Vous pouvez, et après l'incorporer, et du coup dire que le document a été signé électroniquement en signature avancée, si c'est une signature avancée, et aucun problème, ça se greffera dedans et ça basculera en vert. D'autres questions, Thomas? Écoute, on a fait un joli tour. J'essaye de regarder les questions qui reviennent beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un replay du webinaire? Oui. Évidemment, vous aurez accès à un replay. Je pense qu'ils le recevront par mail ou pas. Oui, si, ok. Voilà. Alors, je reviens juste effectivement sur un sujet sur la signature électronique, sur plusieurs signatures sur un même document. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est largement faisable sur Ubicap. En revanche, on est quand même contraint par les limites des outils de signature électronique qu'on va utiliser. Donc, effectivement, avec YouSign, DocuSign, on peut complètement. Mais à ce jour, Je Signe Expert ne permet pas d'avoir deux emplacements de signature pour une même personne sur un document. Donc cette limite, évidemment, on ne peut pas l'outrepasser et donc ça sera, vous aurez la même limite avec une signature via Ubicap, via Je Signe Expert. C'était une question du coup dans le chat. Mais effectivement, sur DocuSign, vous pourriez avoir la même personne qui a plusieurs endroits où on appose des signatures, ça pose pas de problème. Avec DocuSign ou YouSign d'ailleurs. Ah, il y a une question aussi, est-ce que c'est possible de corriger un mouvement une fois qu'il est encodé? Alors, corriger un mouvement, c'est ce que je disais, une fois qu'il est encodé, il est gravé dans le marbre. Alors, vous avez la possibilité de faire des mouvements d'annulation par la suite, mais ça se verra. Ça se voit forcément. À partir du moment où c'est encodé, ça se verra, et c'est ce qui fait foi, et c'est ce qui donne cette valeur finalement au registre dématérialisé. Écoutez, ce que je propose, si Thomas, tu as encore des questions sous la main, j'y réponds. Sinon, eh ben derrière, dis-moi, est-ce qu'il y a encore des questions que tu vois comme Hmm. ça? Non, 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 là, j'en vois plus. Et puis la plupart aussi, des fois, quand c'est des petites questions ponctuelles, j'ai répondu directement. Donc là, on a fait le tour, on a vu les questions qui revenaient beaucoup, ouais, effectivement. Eh bien, vous recevrez donc bien évidemment, on créera une FAQ à toutes les questions si jamais il y en a auxquelles on n'a pas répondu. Vous recevrez le lien du webinar pour pouvoir le revoir. Et derrière, bah, si vous avez répondu par la positive, nos équipes vous contacteront pour prendre rendez-vous avec vous et pour avancer sur ces sujets-là, vous donner tous les détails et donc plus du cas par cas en l'occurrence. Ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Un taux d'attention qui était très élevé, ça fait plaisir. Donc merci à vous. Et puis ben, je laisse la main à Thomas pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. On était ravis de ce webinaire. Il y en aura certainement un autre dans les prochains mois. Donc en tout cas, merci Jean pour ta démo. Et puis merci à tous pour vos questions et votre attention. Et puis bah, à très bientôt à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.